la cardiologie interventionnelle. C'est une surspécialité de la cardiologie, de grosses innovations avec du matériel précis, petit, sophistiqué. Tu fais des interventions, tu fais de la recherche, tu es d'astreinte, tu as 2 enfants, comment tu fais? J'ai eu un appel, il y a un greffon qui est disponible. C'était vraiment une urgence vitale. J'étais pas fait pour faire autre chose. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grad Talks. Grad Talks, c'est, vous le savez, un podcast qui nous permet de découvrir nos formateurs, les personnes avec qui on collabore pour fabriquer nos formations. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Vincent Pham. Pourquoi je dis que j'ai la chance de le recevoir? Parce qu'il fait à la fois partie de nos formateurs, mais aussi de notre comité scientifique. Et donc j'espère qu'on va pouvoir ensemble parler de son parcours, parler de ce qu'il aime, parler de comment il a pu arriver à ce niveau de cardiologie. Bonjour Vincent. Bonjour. On va se tutoyer tout de suite, ça va être beaucoup plus simple. Avec plaisir. Je suis vraiment ravi qu'on puisse discuter ensemble parce que tu fais 2 formations chez nous. La première formation qui est sur le risque cardiovasculaire de manière générale et la deuxième qui est sur l'insuffisance cardiaque des personnes âgées. Et aussi, tu fais partie de notre comité scientifique parce qu'on va en parler un petit peu ensemble, mais je crois que tu es quand même très intéressé par la médecine, mais aussi ce qui tourne autour, un petit peu l'innovation, se mettre à la page, essayer de comprendre comment fonctionne la médecine aujourd'hui. Pour commencer, je vais te poser la question hyper classique. Quel a été ton parcours? En fait, j'ai eu un parcours assez standard, si tu veux, après le bac. Donc j'ai intégré la fac de médecine à Paris. J'ai fait un cursus standard de 7 ans de médecine avant de passer le concours de l'internat. C'est le concours qui nous permet de choisir la spécialité et la vie dans laquelle on veut se former sur cette spécialité. Et donc moi, j'ai pris la médecine cardiovasculaire, donc la cardiologie, à Paris. Après ça, j'ai fait 4 ans d'internat standard pour apprendre de la cardiologie, apprendre le métier de cardiologue. Pendant ces 4 ans, en général, on tourne sur des stages de 6 mois en Île-de-France, principalement. Moi, j'ai fait un échange pendant cette période à Lyon pendant 6 mois. Et après ces 4 années, j'ai fait 2 années supplémentaires de formation spécialisée dans un domaine qui s'appelle la cardiologie interventionnelle. Donc c'est une surspécialité de la cardiologie qui est beaucoup plus technique où on va réaliser des gestes invasifs et interventionnels sur les patients. Donc ça nécessite une formation plus technique que théorique et clinique. Et donc j'ai passé 2 ans à faire cette spécialisation. D'accord. Et est-ce que chez toi, dans ton entourage, dans ta famille, il y avait déjà des médecins? Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à faire médecine? Je pense que c'est multifactoriel. J'avais un oncle effectivement qui est médecin généraliste, que j'ai toujours beaucoup admiré dans ce qu'il faisait. Je trouvais ça assez intéressant et il y avait ce côté, c'était un peu un pilier dans la famille. Dès qu'on avait un problème de santé, on allait le voir. C'est mon médecin traitant encore aujourd'hui. Et donc finalement, je pense que ce côté-là d'être assez présent pour les autres, c'est au début ce qui m'a vraiment donné envie de faire médecine sans que je sache vraiment à quoi correspondait le métier au jour le jour. Et puis après, c'est au fil des années d'études, de nos stages, qu'on se rend compte que le métier peut être très variable en fonction de la spécialité, en fonction du type d'exercice. Et puis après, ça m'a confirmé dans ce que je voulais faire. Est-ce que la cardiologie, c'était oui, tout de suite, tu voulais faire ça? Ou est-ce que c'est venu petit à petit dans ton parcours, dans les échanges que tu as pu avoir, dans les stages? Alors c'est venu très vite, si tu veux, à partir de la 4e année à la fac, on commence vraiment à tourner dans des stages de 3 mois. Et justement, l'idée, c'est de se former dans la médecine, mais également d'explorer différentes spécialités et de se rendre compte de ce qu'on veut faire. Et moi, j'avais tout de suite eu un peu l'idée de faire un stage en cardiologie pour voir si j'aimais ça. Et quand je suis passé là-bas, j'ai trouvé un service qui était hyper accueillant, des médecins qui étaient vraiment très avenants, très formateurs, très pédagogues. Et je trouvais que c'était une spécialité qui était à la fois intéressante et puis surtout qu'il y avait quelque chose en plus par rapport aux autres spécialités, c'est que l'innovation en cardiologie, elle est extrêmement liée, si tu veux, à la technologie. C'est que la cardiologie est une spécialité qui évolue extrêmement rapidement. Tout ce qui est recherche qui prend du temps. Mais il y a une innovation en cardiologie qui est extrêmement rapide, déjà depuis le début de ma formation et aujourd'hui a radicalement changé. Et donc ça, j'aimais beaucoup ce côté-là. C'est ça qui te plaisait le plus, c'est de te dire que tu allais changer? C'est un truc où je me suis dit, je pense que je m'ennuierai pas, parce que ça, comme dans tous les métiers, ça peut être redondant de faire toujours la même chose, mais en me disant que dans ce métier où en fait ça évolue tellement vite et puis on peut trouver différents aspects satisfaisants dans le métier. Il y a le relationnel avec le patient, il y a le contact, la prise en charge, la réflexion qu'on peut avoir sur les pathologies qui peuvent être plus ou moins complexes. Et il y a un vrai
entre guillemets, service rendu aux patients, parce que c'est une spécialité qui est aussi très liée aux urgences vitales, et donc on a un peu également cette adrénaline-là dans la spécialité, quoi. Ouais, j'allais t'en parler. Enfin, nécessairement, si on pense cardiologue, on pense urgence, on pense qu'il y a aussi plein de cas où ça se passe pas bien, peut-être. Est-ce que c'est pas trop compliqué à gérer ça? Quand on sort de la première phase de formation et qu'on rentre dans ce milieu-là? Oui, c'est sûr qu'on est plus confronté, si tu veux, à des situations complexes, des situations graves, parfois des situations qui sont pas faciles à gérer, mais finalement, ça nous permet de vraiment nous développer aussi sur le plan personnel, d'avoir un relationnel, un contact avec des patients, des familles, parfois apprendre à annoncer une mauvaise nouvelle, parfois annoncer une bonne nouvelle, et c'est des choses qui nous élèvent aussi en tant que personne, parce que ça nous apprend à rester humble, rester humain, parce que mine de rien, malgré toute la technologie et la médecine, parfois on n'arrive pas forcément à tout faire, quoi. Donc oui, c'est un côté vraiment intéressant et vraiment gratifiant. T'as eu des moments marquants dans ces moments-là où il fallait annoncer une mauvaise nouvelle, ou une bonne d'ailleurs? Alors oui, c'est marrant que tu dis ça. Alors, je repense, j'ai plein de moments. Il y a eu des moments très durs, des moments très très joyeux, mais il y a un moment très joyeux où je me rappellerai vraiment toute ma vie. C'était quand j'étais encore jeune interne, Où ça? à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc, c'était un service très lourd. On avait des patients jeunes, extrêmement graves. Et c'était une jeune patiente de 23 ans qui avait une maladie cardiaque extrêmement sévère. Elle avait ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque terminale, sur ce qu'on appelle une cardiopathie dilatée, qui était liée à des traitements médicaux qui avaient également abîmé son cœur. Et donc son cœur n'arrivait plus à pomper correctement. Et donc la seule solution pour cette jeune femme, c'était une greffe cardiaque. Okay. Et donc c'est un processus qui est assez complexe, mais qui prend peu de temps en France, parce que on est assez bien rodé dans certains services, et la Pitié-Salpêtrière fait partie de ces services. Et je me rappelle, on a une ligne, on a un téléphone, un bip, on a une ligne d'astreinte, et en fait, quoi qu'il se passe en France, c'est une coordination qui est nationale. Quand on a un greffon entre guillemets qui est disponible, pour une raison quelconque, en fonction des caractéristiques du malade et des caractéristiques du greffon, on va avoir un appel pour dire on a un cœur pour une patiente et elle peut en bénéficier d'une greffe aujourd'hui. Et je me rappelle, je suis sorti d'une garde où j'avais passé toute la nuit debout à travailler, et à 7h du matin, j'ai ma chef qui vient me voir et qui me dit j'ai eu un appel de Lyon, il y a un greffon qui est disponible pour la patiente, on peut aller la voir pour lui dire. Et c'est vrai que le moment où on est allé la voir et qu'on lui a dit que ce matin elle allait passer au bloc, elle allait être greffée d'un nouveau cœur, c'était vraiment un moment qui est hyper émouvant, quoi. Et ça faisait longtemps qu'elle attendait? Non, parce que justement elle était dans une situation très urgente. Et finalement il y a des gens qui attendent parce que leur maladie est très évoluée mais relativement stable, et elle était dans un état qui était très avancé et très instable, et donc c'était vraiment une urgence vitale. Et je me rappelle l'avoir vu quelques mois après sa sortie d'hospitalisation, parce que c'est un processus qui est très long, mine de rien. C'est pas un traitement miracle, mais c'est un traitement vraiment très fort. Et je l'ai revue 3 mois après, je pense, dans le service. Elle venait à l'hôpital, elle était finalement habillée en civil, elle allait très bien. Aucune complication? Pour l'instant, tout se passait bien. Alors, c'est un suivi qui est très lourd, mais elle avait repris une vie normale, et ça, c'était vraiment super touchant à voir, quoi. Et de l'autre côté, des moments où il faut annoncer que la personne est décédée malgré tout le boulot que vous avez pu faire? Oui, alors ça nous arrive malheureusement encore beaucoup, hein. On a une population de patients qui est relativement aussi âgée. On a des patients qui ont entre 50 et parfois 90, 100 ans. Donc on est amené à annoncer des mauvaises nouvelles. Ouais. Et c'est vrai que parfois j'ai annoncé des mauvaises nouvelles, et on ne sait jamais vraiment comment la famille va réagir. Même en fonction de l'âge des patients, parfois ça va être très dur pour les familles. Et je me rappelle pas d'une fois en particulier où ça a été extrêmement dur, mais à chaque fois c'est toujours dur. Et en fait, c'est avec l'apprentissage qu'on se rend compte de la manière dont il faut annoncer les choses, parce que finalement, ce qui reste aussi chez la famille se rappelle beaucoup de la manière dont ils ont appris la nouvelle. Moi, quoi qu'il arrive, j'essaie toujours de l'annoncer en face à face, et jamais au téléphone, même si on a envie de les mettre au courant, on leur dit jamais au téléphone, et on essaye de prendre le temps, leur expliquer ce qu'on a fait, leur expliquer la gravité de la situation, et essayer de préparer entre guillemets le terrain, et de surtout rester présent, quoi qu'il arrive, s'ils ont des questions sur comment ça s'est passé, et s'ils ont des questions sur la suite. J'essaie toujours d'être disponible. Quand on préparait l'émission, là, quand Thomas organisait les caméras, le son, etc.,
Tu me disais que tu ne te voyais déjà pas faire autre chose que ce que tu fais aujourd'hui. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi? Bon, globalement, moi, depuis que je suis petit, et c'est un peu cliché, mais j'ai toujours voulu faire médecine. Après, bon, dans mes études, je sais que j'aurais pu faire autre chose. Et parfois, je m'orientais vers d'autres filières, mais finalement, la médecine, ça avait toujours été un truc qui m'était Tu étais plutôt bon élève? J'étais plutôt bon élève, ouais. Ok. Et donc, j'avais un peu un certain choix, mais la médecine, c'était un truc qui était très concret pour moi, que j'aime beaucoup ce côté-là. Un métier qui était finalement très clair, très destiné. C'est facile de dire aux gens ce qu'on fait, c'est facile de... Alors, c'est pas toujours facile d'expliquer le métier concrètement, ce qu'on fait tous les jours, mais globalement, les gens comprennent. Et puis après, au fur et à mesure de mes études, globalement, j'ai apprécié ce challenge d'avoir entre guillemets des concours. C'est une filière qui est quand même assez sélective, qui n'est pas toujours facile. C'est sûr que c'est pas toujours simple pour nous, mais moi j'avais cette passion. Pour moi, c'était la médecine. On a un contact avec les patients, un contact avec le corps humain qui est complètement différent. Et au sein de la médecine, j'ai rapidement su que je voulais faire de la cardiologie. Et finalement, je me rappelle très bien le jour où j'ai soutenu ma thèse de médecine devant mon jury, devant mes proches. C'est vrai qu'il y a un truc, là, je leur ai dit, je suis très heureux aujourd'hui pas parce que j'ai fini mon cursus, pas parce que, mais c'est juste que aujourd'hui je sais que globalement je ferai le métier que j'ai voulu faire et j'étais pas fait pour faire autre chose. Et honnêtement, j'aurais été mauvais en faisant autre chose, je pense. Ou en tout cas, j'aurais pas profité autant de ce métier. Pour continuer sur ton parcours, j'ai lu que tu as un parcours un petit peu atypique puisque normalement, on est plutôt interne dans les hôpitaux publics. Toi, tu as été interne en privé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu que c'est possible et comment ça fonctionne? Alors, il y a effectivement, pendant les stages de l'internat, on tourne en général dans les services qui peuvent nous accueillir. Donc les postes sont disponibles en Île-de-France. La majorité des postes sont dans des hôpitaux publics. Après, il y a différentes structures. Il y a ce qu'on appelle des hôpitaux privés à but non lucratif ou après des hôpitaux privés. Et donc certains terrains de stage existent déjà dans certaines cliniques privées. C'est-à-dire qu'on peut se former pendant 6 mois dans une clinique privée, mais les postes sont assez rares. Moi, j'ai fait ouvrir un poste dans un centre privé qui n'avait jamais accueilli d'interne auparavant, mais qui avait quand même une certaine pédagogie. C'est-à-dire que de manière non universitaire, ils accueillaient déjà des étudiants après leur formation standard pour se spécialiser dans un domaine. Et donc, ils ont, entre guillemets, déjà une habitude de formation. Tu dis j'ai fait créer. C'est-à-dire c'est toi qui es allé voir la clinique pour leur proposer ou ils ont créé et puis toi tu t'es mis dessus? Alors, c'est moi qui ai lancé un peu l'élan. Si tu veux, on a une réforme de l'internat, ce qui fait qu'il fallait former des internes et il n'y avait pas des postes partout. Et en fait, à l'hôpital, c'était pas toujours possible d'avoir suffisamment de postes et donc certains postes allaient être ouverts dans d'autres structures. Et en gros, la structure dans laquelle j'ai fait ouvrir le poste, j'avais discuté un peu avec les médecins là-bas. Et comme ils avaient déjà une vraie formation pédagogique, ils avaient déjà eu ce qu'on appelle des fellowships, c'est-à-dire des étudiants, ils ont formé. C'est même des médecins qui sont formés à une spécialité supplémentaire. Ils avaient cette tradition de formation, donc il y avait une cohérence sur le projet. Et donc avec le comité pédagogique, notamment ce qu'on appelle chez nous, c'est le coordinateur de notre spécialité, qui gère un peu la spécialité et la formation des internes. J'en ai discuté avec lui et puis je lui ai présenté le projet, qui avait un projet assez solide, parce qu'il y avait déjà beaucoup de médecins qui avaient été formés là-bas et qui finalement, après, retournaient dans le public pour travailler à l'hôpital public. Et donc, ces mecs-là étaient super bien formés. Donc, il y avait vraiment une cohérence. Et donc, suite à ça, l'ARS a accepté d'ouvrir le poste et donc, depuis, le poste, il est toujours ouvert. Oui, j'ai l'impression quand même que c'est pas typique. Enfin, c'est pas classique, cette manière-là de faire. Non, c'est sûr que c'est pas classique. Elena, qui m'a aidé à préparer cette interview, a noté aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que tu es bilingue en anglais. Pour être bilingue, faut quand même le faire. Est-ce que parce que chez toi on parlait anglais? En fait, moi j'ai toujours beaucoup aimé l'anglais. C'est vrai que c'est une langue qu'on pratique souvent. Et puis, dès le lycée, j'avais beaucoup d'attrait pour les États-Unis. Et en fait, mon frère est parti aux États-Unis pour travailler. Il est parti faire ses études là-bas. Et puis, il est devenu chercheur aussi. Et donc, il a vécu là-bas pendant
plus de 15 ans. Et donc j'allais régulièrement là-bas. J'ai de la famille aux États-Unis, donc c'est sûr que je pratiquais assez régulièrement, donc ça c'est cool, quoi. Ouais, moi je me demandais juste si dans ta famille, par exemple, parfois Non. il y a des parents où l'un des deux parle anglais. Ah non, pas du tout. Alors voilà. mes parents parlent pas du tout anglais. Alors, tu nous as parlé de l'innovation, du fait que c'était important pour toi, donc j'aimerais qu'on aborde un petit peu tout ça. Et l'une des premières questions qu'on pose souvent à nos formateurs, c'est par rapport au métier, à l'innovation, être professionnel de santé en 2024, ça signifie quoi? Être professionnel de santé en 2024, déjà, c'est de se dire que on est dans un métier qui a un certain sens et qu'on doit garder quand même en tête ce sens-là pour orienter nos décisions et orienter tous nos actes en fonction d'un but commun qui est quand même la prise en charge des malades sous différents aspects. Mais c'est sûr qu'en 2024, un professionnel de santé, c'est pas du tout pareil qu'il y a peut-être 20 ans ou 30 ans. Parce que déjà, la médecine, elle évolue énormément. Elle a déjà beaucoup changé ces 10 dernières années. Et puis surtout, avec l'évolution des technologies, c'est sûr que ça va encore changer radicalement. Tu peux nous donner des exemples? Comment toi tu perçois cette évolution? Nous, on le voit tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, techniquement, on a des interventions qu'on arrive à faire avec du matériel qui est de plus en plus précis, de plus en plus petit, de plus en plus sophistiqué. On arrive à faire des choses qui sont vraiment pour certaines personnes très difficiles à concevoir. Même moi, quand j'étais jeune interne et qu'on me disait, des médecins m'expliquaient ce qu'ils faisaient, donc des cardiologues, des médecins avec lesquels je travaillais, j'avais même moi-même du mal à comprendre ce qu'ils faisaient, tellement c'était pointu et précis. Et donc, il y a vraiment une part de technologie qui est incroyable. Hein, pour te dire, la France a un rôle très important à jouer dans ce domaine-là, parce que de grosses innovations en cardiologie interventionnelle, dans mon domaine, ont été françaises. Okay. Il y a notamment ce qu'on appelle le remplacement valvulaire aortique percutané, ce qu'on appelle le TAVI, initialement. En gros, c'est le remplacement d'une valve cardiaque sans avoir à effectuer une chirurgie cardiaque. Donc ça peut se faire sous anesthésie locale, ce qui avant te prenait une chirurgie de plusieurs heures avec arrêt du cœur, hospitalisation et réanimation. Maintenant, on peut faire ça en 45 minutes, top chrono, sous anesthésie locale, en passant par une artère de la jambe, avec une grosse ponction, entre guillemets, une grosse piqûre. Et ça, c'est une révolution qui a été inventée par un professeur de cardiologie français qui est décédé cette année malheureusement, Alain Crébier, qui a vraiment changé le paysage de la médecine de manière large, et pas que de la cardiologie, parce que c'est une révolution vraiment internationale. Tu parles de recherche, si j'ai bien compris, toi t'en fais aussi, c'est-à-dire ton quotidien il est divisé entre faire de la recherche et faire des interventions. Quel est le ratio à peu près? En fait, c'est difficile à dire parce que la recherche, si tu veux, c'est assez large, c'est-à-dire que en fait, il faut avoir des idées. Ensuite, il faut lire aussi beaucoup, se tenir au courant de ce qui se fait, de ce qui a été. Parler comment on est au courant, parce que ça, c'est vachement dur. Ouais, c'est vachement dur. C'est sûr que alors maintenant, il y a les réseaux sociaux qui permettent d'apporter quand même pas mal d'informations. On a franchement beaucoup d'informations pendant les congrès. On a des publications qui sortent aussi assez régulièrement. Il faut choisir quelques journaux pour se tenir à jour, et puis après, les congrès sont une super occasion de se tenir au courant. Et puis après, en fonction des thématiques privilégiées, parfois moi je regarde sur Internet, on a une base de données, si tu veux, de chercheurs internationaux sur lequel tous les articles sont référencés, et je regarde ce qui a été publié cette année dans ce domaine, et je regarde un peu. Voilà, on se pose des questions en fait tout le temps. Ouais. C'est important de se poser des questions. En fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'on a une activité hospitalière, ambulatoire, clinique. Et puis pendant cette activité, dans la prise en charge des patients, on se pose des questions sur tiens, pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi ça existe? Pourquoi ça c'est comme ça? Est-ce que ces patients-là, ils sont plus à risque ou pas? Et c'est en se posant ces questions qu'on regarde ensuite s'il y a déjà quelque chose, il y a déjà des données dans la littérature sur ce sujet. Et si jamais il n'y a pas de données sur la littérature, on se dit, est-ce qu'on pourrait monter quelque chose? Est-ce qu'on pourrait monter une étude? Est-ce qu'on pourrait créer une base de données et faire des analyses statistiques dessus et voir si on arrive à répondre à une question à partir de nos données? Est-ce que tu crois qu'un jour, on pourra prédire un arrêt cardiaque? Est-ce que tu crois qu'un jour, on sera assez à même de pouvoir se dire, OK, Jean-Marc, là, il a 45 ans, mais je pense que d'ici 1 an, il va avoir un petit problème au cœur? Indirectement, ça on le fait déjà en classant les patients en fonction de leur risque cardiovasculaire par exemple. Après, le gros bémol en cardiologie, en médecine de manière générale dans la recherche, c'est d'avoir des données.
Et ces données, c'est toujours compliqué d'avoir des données importantes, de qualité, qui nous permettent vraiment d'avoir des analyses qui soient fiables. Et c'est vrai que maintenant, avec l'essor des technologies, avec l'essor justement des données dans tous les milieux, en dehors de la santé, on traite des données tout le temps, quoi. Donc peut-être qu'à un moment, finalement, la santé va rentrer tellement en relation avec le reste des domaines, dans l'analyse de données, que peut-être on va pouvoir avoir des bases de données immenses avec des analyses super fiables qui vont nous apporter des outils, des algorithmes, des prédicteurs qui peuvent vraiment... oui, peut-être un jour on pourra prédire si telle ou telle personne va avoir un infarctus dans telle ou telle année. Tu sais s'il y a des personnes qui travaillent là-dessus déjà ou... Alors oui, tout le monde travaille là-dessus indirectement parce que c'est un enjeu de santé publique majeur. Il y a des boîtes qui utilisent maintenant des algorithmes d'intelligence artificielle sur certains types de données. Par exemple, en imagerie, on peut faire des scanners et en fonction de l'analyse, par exemple, d'une plaque de cholestérol sur une artère, on peut, en fonction de sa composition, se calculer, entre guillemets, la probabilité que cette plaque soit responsable d'un infarctus à plus ou moins long terme. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être fait. C'est pas encore parfait, c'est pas encore au point de telle sorte qu'on l'utilise en routine, oui. Mais par contre, ça commence à être fait. Ok, incroyable. Tu fais aussi partie de notre conseil scientifique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, chez Grad, on a un groupe de professionnels de santé spécialisés dans chacune des spécialités pour lesquelles nous proposons des formations. Et donc, on a décidé de mettre en place, et c'est aussi une obligation, un conseil scientifique avec des personnes qui représentent chacune de ces spécialités et que nous allons contacter si jamais nous avons des questions, si jamais nous devons améliorer nos formations pour être aussi à la page. Et donc, toi, Vincent, tu fais partie de ce conseil scientifique. Donc, merci déjà d'y participer. Ça fait assez peu de temps que tu es au conseil scientifique chez nous, mais est-ce que tu as déjà eu des interventions chez nous? Est-ce qu'on t'a déjà sollicité? Oui, j'ai commencé déjà à relire certaines grilles avec... des grilles d'audit? Des grilles d'audit, effectivement, ouais. Avec certains de tes collègues. Et oui, non, c'est vachement intéressant, c'est de se rendre compte un peu que, en fait, la médecine, on est tout le temps en formation. C'est quelque chose qui évolue tellement vite quand on est dans une structure hospitalière ou clinique où c'est beaucoup plus facile de se rendre compte parce que nous, on est confrontés tous les jours à des jeunes médecins qui viennent se former, des internes. Et donc finalement, ces internes nous rappellent toujours que en fait, ça évolue. Et parfois, on se sent vieux par rapport à eux. Mais au moins, on est obligé de se tenir à jour parce qu'on a, entre guillemets, un devoir universitaire de formation. Et c'est vrai que quand on est praticien libéral ou en tout cas dans une structure où il n'y a pas forcément cet élan universitaire, il y a beaucoup de choses qui changent et c'est dur de se tenir à jour. Et vraiment, je pense qu'il y a un intérêt des formations, il y a un intérêt d'aller à des congrès, il y a un intérêt de se tenir au courant parce que c'est aussi ça qui fait que le métier il est intéressant, c'est que en fait on n'en fait jamais le tour. Et moi je trouve ça assez marrant parce que je discute avec des cardiologues qui sont plus âgés que moi et qui ont vu l'évolution de la cardiologie, qui ont vu vraiment un autre paysage de la cardiologie quand ils avaient mon âge. Et en fait, c'est hallucinant de se dire qu'il y a certaines choses qu'on faisait avant et que finalement maintenant, on a tellement de recul qu'on ne le fait plus du tout, quoi. Je pense qu'avant, on avait une espèce d'obligation d'être là en présentiel pour se former, donc ça prend du temps pour y aller, ça prend du temps pour y être, ça prend du temps pour revenir. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'un mix entre participer au congrès, mais aussi pouvoir en ligne se former, en ligne faire des tests, ça a dû énormément changer aussi la manière dont les médecins se forment aujourd'hui. Ah oui, complètement. C'est sûr que même maintenant, si tu veux, pour les jeunes médecins qui se forment, on a des plateformes globalement de formation pour les internes, dans le cadre universitaire. On a des professeurs qui font des cours enregistrés, qui sont mis en ligne. Et moi, par exemple, dans mon cursus, à l'époque, j'ai dû effectivement suivre des cours donc en ligne. Et puis, on avait des examens ensuite en ligne également à réaliser à la fin de chaque année, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui ont envie de se former, en tout cas sur la cardiologie? Alors évidemment, on va leur dire d'aller voir l'une des deux ou les deux formations auxquelles tu as pu participer, mais quels sont les moyens aujourd'hui? Les moyens, globalement, c'est vrai qu'ils sont larges. Je pense qu'il faut rester à jour sur déjà ce que nous on appelle les recommandations, c'est-à-dire qu'il y a des recommandations. Nous, en France, on suit les recommandations européennes. Il y a une société savante de cardiologie européenne qui publie des recommandations assez régulièrement. Et donc, il faut
utilise ça comme, entre guillemets, fil directeur. C'est toujours plus compliqué parce que parfois, c'est des textes qui sont très gros, très lourds à absorber. Et donc, voilà, il y a des formations résumées comme ça. Il y a des journaux qui font des résumés médicaux sur les dernières innovations, les dernières recommandations. C'est des choses qui sont peut-être plus accessibles et plus faciles et plus rapides pour se tenir à jour assez rapidement. Les réseaux sociaux sont un moyen maintenant qui aide énormément. On a en quelques clics, parfois, on voit apparaître la dernière étude qui est sortie sur tel ou tel domaine, la dernière recommandation. On sait que même les grands congrès de cardiologie communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment pour présenter leurs dernières innovations. Il y a énormément de moyens. Il faut choisir après le moyen qui nous correspond le mieux, mais c'est vrai que c'est des choses qui évoluent sans cesse, quoi. Même si moi, aujourd'hui, je suis encore étonné, on parlait aussi hier, je suis encore très étonné que ce soit les plateformes utilisées, qu'il n'y ait pas une plateforme de santé où on a de l'information qui soit qualifiée de qualité et que ça reste quand même sur les réseaux classiques. C'est hyper étonnant, je trouve. Et ce serait, à mon sens, hyper intéressant d'avoir un réseau dans lequel tu peux avoir confiance et qui va te donner vraiment une information fiable. C'est sûr, quoi, c'est compliqué à organiser, à créer. On va parler un petit peu plus de ta vie personnelle, si tu le veux bien, alors évidemment, ce que tu veux. Mais aujourd'hui, tu fais des interventions, tu fais de la recherche, parfois aussi tu es d'astreinte, si j'ai bien compris. Tu as 2 enfants. C'est ça. Est-ce que c'est possible d'organiser du temps familial, du temps pro, enfin, comment tu fais ? C'est sûr que c'est pas toujours simple. Déjà, moi, ma femme, elle est aussi cardiologue, donc déjà, ça fait ça fait déjà beaucoup de contraintes, mais on arrive à s'organiser. On a 2 enfants qui sont, c'est un peu le quotidien des gens de notre génération, mais on est tous les 2 actifs, donc c'est sûr qu'il faut qu'on s'organise. On a de la chance de pouvoir arriver à concilier les deux, et donc ça, c'est, je pense, très important parce que elle aime son travail, moi j'aime mon travail, et donc je pense que ça, pour notre équipe, c'est super important. Après, je pense qu'un des points forts, c'est d'être entouré, je pense, au travail, en tout cas dans le milieu professionnel, de personnes qui soient bienveillantes, de personnes avec qui on s'entende bien. Moi, dans les milieux professionnels où j'ai évolué, où j'évolue encore actuellement, j'ai des collègues qui sont super, que ce soit des médecins, des infirmiers, des secrétaires, et franchement, c'est un plaisir de travailler avec eux. Et vraiment, moi, c'est un plaisir pour moi d'aller travailler. C'est un peu cliché, un peu bizarre de dire ça, mais non, vraiment, j'adore aller au travail. Je sais que les personnes que je vais voir le matin en arrivant, alors même s'il y a toujours des choses compliquées, des trucs à gérer, des machins, mais c'est toujours dans la bonne humeur. J'ai la chance de travailler vraiment avec beaucoup de personnes qui sont très compréhensives, très tolérantes, et on arrive à trouver un équilibre comme ça, quoi. Ok. Est-ce que tu arrives aussi à avoir des passions ? Est-ce qu'il reste de la place pour des passions autres que la cardiologie ? Oui, je suis un grand fan de tennis. J'adore ça. J'ai commencé il y a plusieurs années. Je suis le tennis de très près et j'aime beaucoup aussi voyager. C'est vrai qu'avec des enfants, c'est toujours plus compliqué. On y arrive quand même, mais c'est toujours des choses qu'il faut concilier avec le temps. Et avoir des passions, c'est sûr que c'est important. C'est ça qui nous entraîne. Mais j'ai un gros problème, c'est que je suis très passionné par ce que je fais et par mon travail, et ça me prend aussi beaucoup de temps. Parfois, c'est pas du tout une corvée pour moi de travailler. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça a intéressé tout le monde de te découvrir un petit peu plus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce que tu souhaites... Écoute, non, merci pour le podcast. Je trouve ça l'exercice très intéressant et vraiment, je pense, dans l'air du temps. Et c'est sûr qu'il y a une certaine évolution qui se fait dans la société, qui se fait en tout cas en médecine, et je pense qu'il faut la suivre, quoi. Super, écoute, moi j'étais ravi de partager ce moment avec pareil. toi. Et santé. Santé. Si les formations que Vincent a fait avec nous sur les risques cardiovasculaires vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Grad Santé. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que l'ensemble de notre catalogue. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast avec un de vos confrères. Suivez-nous pour n'en rater aucun.